Et on est en live. Bon, bah, rebonsoir tout le monde. Alors, je vois les gens qui affluent, on va leur laisser le temps de s'asseoir. Monsieur Touf, t'es en retard. Bien. Donc on va causer Flamby, puis du coup on va causer mass mirroring, vu que c'est l'effet produit. Alors, on va faire un petit peu de vocabulaire pour définir ce que c'est que l'effet Flamby en guise d'introduction. On verra rapidement quelques bases de techniques sur comment fonctionne le jouet, les outils qui ont été mis en place pour ça, un petit peu de retour d'expérience chiffré sur un cas pratique, et puis quelques conclusions rapides. L'ensemble devrait aller relativement vite parce qu'il n'y a en fait pas grand-chose. Alors, si on commence par le vocabulaire. Celui que tout le monde connaît, c'est l'effet Streisand. Le fonctionnement de l'effet Streisand, c'est qu'on commence par une info sans intérêt. C'est le point de départ. Par exemple, le fait qu'une photo vue d'avion de la maison de Barbara Streisand circule sur Internet, ça n'a aucun intérêt, ça n'intéresse à peu près personne au moment où l'info est publiée. Il y a un apport subit de notoriété, par exemple, parce que cette photo qui n'intéressait personne, on apprend que c'est celle de la maison de Barbara Streisand, et alors là, ça devient intéressant. Donc l'information en elle-même ne contient rien, et quelqu'un apporte de la notoriété depuis l'extérieur. Ensuite, on a une agression du réseau. C'est-à-dire que le réseau est agressé, quelqu'un cherche à censurer, cherche à couper. Typiquement, dans l'affaire historique qui définit les faits, Barbara Streisand cherche à faire retirer une image qui est en ligne et qui n'intéressait personne. Forcément, quelqu'un ultra célèbre porte plainte contre quelqu'un parfaitement inconnu qui diffuse une information sans le moindre intérêt. Je pense qu'elle n'est même pas à poil sur la photo, il n'y a rien. Immédiatement, le machin connu circule, donc du coup tout le monde en parle, donc du coup tout le monde s'envoie la photo par mail, tout le monde la met sur son blog, tout le monde la reprend, et on finit avec la photo qui n'avait aucun intérêt et que personne n'avait repéré, mondialement célèbre. Bien. Donc l'effet Streisand, c'est de rendre visible une information anodine en cherchant à la bloquer. Ce que j'ai appelé l'effet Flamby lors d'une causerie où je devais être assis à peu près là, ce qui prouve que je viens souvent, c'est à peu près le contraire. Une information ultra visible. Si vous vous souvenez, j'avais évoqué l'effet Flamby lors de la censure d'un célèbre site d'information mal aimé des États-Unis. L'information était plus que visible. Elle faisait la une des grands quotidiens internationaux depuis 2 ou 3 jours. Donc, plus visible, c'est très compliqué. L'information suscite une opposition politique. Donc c'est pas juste un particulier, ce sont des politiques. Donc en termes d'apport de notoriété, on n'est pas dans la notoriété de tel ou tel pop star. On est dans tel gouvernement de telle planète. Dans le cas d'espèce dont on parle, le gouvernement américain, c'est-à-dire le plus puissant du monde, en tout cas c'est ce que disent les journaux. On retrouve le seul point commun qui est le fait qu'il y a une agression, même pas forcément légale, mais il y a une agression, c'est-à-dire qu'il y a une tentative brutale de faire disparaître un contenu du réseau. On n'est pas du tout dans le même genre d'effet. Le contenu était déjà mondialement célèbre. Et donc on est dans un mode de fonctionnement qui est très différent. C'est pas du buzz, c'est pas du lol. C'est pas ce qui est arrivé à cette malheureuse Adopi la semaine dernière ou à cette pauvre agence H prise les mains dans le pot de miel. Ça, ce serait de l'effet Streisand. L'agence H, tout le monde s'en fout, personne n'en avait entendu parler. Ils sont venus essayer d'insulter les anti-Adopi, ils se sont fait prendre, on a repéré que ça venait de chez eux. Bon, forcément, l'effet tarte à la crème, il y en a partout, tout le monde se moque d'eux, ils finissent dans le canard enchaîné, enfin voilà, on ne peut pas faire pire. L'effet Flamby, c'est la défense du réseau face à une agression trop caricaturale. Parce que c'est pas un buzz, c'est le réseau qui s'est défendu. Ce sont des gens qui font du réseau qui ont décidé de le défendre. On est sur un mode de fonctionnement très différent. Et pourquoi j'avais appelé ça l'effet Flamby? Parce qu'en fait, essayez d'imaginer, je sais pas, la toute-puissance, alors on va dire un militaire américain, costaud, Stallone, vous voyez, à l'époque où il était... Bon, qui part en guerre contre un Flamby au milieu de la cuisine parce que ça fait tâche, et il tape dessus. Bon, ben, quand Stallone tape sur le Flamby, forcément, il y en a sur tous les murs.
Au début, c'était propre, il y avait un truc au milieu, ça faisait tache. À la fin, il y en a partout. Et s'il continue à taper sur tous les petits bouts qu'il voit, il va y en avoir vraiment partout, quoi. Il va avoir repeint la cuisine. C'est ça l'effet Flamby. C'est pas du tout la même chose que l'effet Streisand. Ça ressemble par certains côtés, parce que l'information s'est retrouvée disséminée, démultipliée, mais c'est pas un machin anodin qui est devenu célèbre à cause d'un buzz ridicule. C'est un machin déjà célèbre qui a été défendu volontairement par le réseau et qui s'est retrouvé démultiplié. Bien. Quelques bases de technique sur comment ça fonctionne. Une des premières questions, quand on veut comme ça répliquer massivement une information, c'est est-ce qu'on doit pousser les miroirs ou est-ce que ce sont les sites miroirs qui doivent venir chercher, en faisant un mirror, un wget régulier, un rsync, l'archive de données. Le modèle du mirroring, un des modèles de mass mirroring qui marche bien, c'est celui qu'on connaît tous dans le monde du logiciel libre, où il y a un site de référence qui est le site du projet, et il y a des sites miroirs. Alors, il y a ça pour les miroirs Debian, il y a ça pour les miroirs CPAN pour ceux qui font du Perl, il y a ça pour les miroirs CETAN pour ceux qui font du Tech, il y a ça pour le noyau Linux, il y a ça pour... Enfin voilà. Ça consiste à dire qu'il y a l'équipe du projet qui publie la nouvelle version sur le site de référence, qui est mirrorée un peu partout sur la planète, et très rapidement, on a le même fichier sur 15, 20, 30, 100 miroirs. Ça marche super bien, sauf qu'il y a un point de départ. Il suffit de bloquer le site initial, et il n'y a plus de mise à jour. Alors, il n'y a plus de mise à jour pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Si je prends le cas de Linux, si on bloque le site kernel.org d'origine d'où part le noyau, au pire, le nom de domaine sera reconfiguré quelques jours plus tard ailleurs sur une machine qui recommencera la diffusion. Et si vraiment le truc est brutal, ça peut prendre quelques semaines. Le problème, si on est dans un cas où c'est pour des raisons politiques, quelques semaines de différence sur un cas de censure, ça peut être très sensible. En plein cœur de la crise tunisienne ou égyptienne, 24 heures de plus ou 24 heures de moins, c'est pas anodin du tout. Quand on est sur certains combats politiques comme ça, 2 jours de plus, 2 jours de moins, ça fait toute la différence. Donc ce mécano-là, il est très délicat parce qu'il crée un centre. Et donc, il est moins efficace en termes de rapidité, puisque les sites miroirs se mettent à jour tous les jours, alors que dans un mécanisme différencié, on peut imaginer de publier, de dire il y a telle modification qui est apparue et qu'en quelques minutes, elle se répande. On a le problème de l'émetteur fragile, et donc en fait, pour faire un bon effet Flamby, il faut que le centre qui émet l'information soit intouchable et donc déplaçable. Ce qui veut dire que les sites miroirs ne peuvent pas, eux, être configurés pour aller chercher à un endroit connu donné, parce que ça crée un point de faille. Cet endroit connu donné, ça va être soit une adresse IP, soit un nom de domaine. Et bloquer une adresse IP ou bloquer un nom de domaine, on sait que c'est très simple à faire. Il y a des exemples maintenant. Le gouvernement américain fait retirer des noms de domaine assez efficacement. Donc, pour obtenir cet effet-là, le plus efficace est probablement d'être sur un mécano où le site émetteur pousse les mises à jour. Ça crée des problèmes de sécurité, parce que ça veut dire que les sites miroirs acceptent des connexions entrantes permettant de les modifier. La première des sécurités, c'est la coupure du site central. Si le site central disparaît, l'information n'est plus diffusée. Ça, on a vu comment ça se gérait. Il suffit qu'il n'y ait pas de site central, en fait, qu'il y ait un point d'émission et qu'on puisse émettre depuis n'importe où. Si tout le monde, si je traduis ça en termes radio, tout le monde écoute telle fréquence, je peux mettre l'émetteur où je veux, tout le monde écoute la fréquence en question. Le deuxième problème, c'est la clé. C'est-à-dire que tous les sites miroirs acceptent que quelqu'un vienne faire des modifs en s'authentifiant, soit avec une clé, soit avec un mot de passe, mais ça revient bien à ça. Si cette clé devient publique, ou si cette clé tombe aux mains des gens qui cherchent à bloquer le site, ils peuvent défaillisser gratuitement tous les miroirs. Donc il faut que cette clé ne traîne pas complètement n'importe comment, ne traîne pas complètement n'importe où. L'autre problème,
c'est la base de données. Le site central qui émet a forcément, quelque part, une liste des sites à mettre à jour, de tous les miroirs connus, de comment on fait pour s'y connecter, de où est-ce qu'il en est dans ses mises à jour. Enfin, il y a une base de données technique qui permet de gérer. On ne peut pas y couper. Et donc, il faut que cette base de données soit un minimum sécurisée, sinon elle peut devenir dangereuse. En particulier, s'il y a des mises à jour qui sont faites en FTP, elle contient des mots de passe en clair. Donc, enfin, faut pas laisser traîner ça, quoi. Et donc, pour que le flambi soit bien liquide et puisse bien tâcher au mur, il faut que l'info clé, c'est-à-dire l'info vitale, soit petite pour qu'elle soit très facilement déplaçable et qu'on sache la sécuriser. Alors pour le coup, il y a des gens beaucoup plus brillants que moi pour expliquer comment on peut sécuriser cette info, mais il y a des méthodes super simples. L'une d'entre elles, c'est de faire en sorte que la machine qui diffuse ait cette information en RAM, et pas ailleurs qu'en RAM. Donc si la machine est saisie par les autorités, comme elle sera éteinte à un moment, c'est plus compliqué d'aller lire la RAM après qu'on ait éteint la machine. Il y a des mécanos qui permettent, mais c'est vraiment compliqué. Une des méthodes, c'est que l'information sensible soit sur une partition chiffrée. Et donc, si la machine reboot inopinément parce qu'elle s'est fait agresser par un méchant, curieusement, il n'y a rien de lisible tant qu'on n'a pas saisi le bon mot de passe, qui lui ne traîne nulle part, évidemment. Donc, il y a des méthodes, je pense que dans la salle, il y en a au moins 3 ou 4 qui savent expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais ça se sécurise. Et plus l'information à sécuriser est petite, plus c'est simple. Et le fait qu'elle soit petite permet de la déplacer. C'est-à-dire permet de dire le deuxième centre d'émission est prêt bien avant que le premier ait pu être interrompu. C'est-à-dire que c'est vraiment une logique qui est la même que celle de la résistance. Si vous émettez une émission de radio dans la résistance dans les années 40, vous savez que l'émetteur sera détecté, vous savez que les autorités vont débarquer et vont l'éteindre. Donc il faut que le deuxième émetteur soit déjà prêt. Quand vous allumez le premier, il faut que le deuxième soit déjà prêt. Et quand le premier tombera, il faudra que vous soyez déjà en train de construire le troisième pour pouvoir prendre le relais du deuxième qui viendra d'être allumé et qui donc sera repérable. Donc il faut avoir comme ça toujours un coup d'avance. Et pour avoir un coup d'avance, le plus simple, c'est que le matériel à transporter soit le plus léger possible. Dans le cas d'un émetteur radio, c'est très pénible, c'est lourd, etc. Là, on parle d'Internet, on parle de n'importe quelle machine reliée au réseau. Voilà, il faut que la quantité d'informations à transporter d'une machine à l'autre soit minimale. Bien. Un petit peu d'outillage. Pour faire du mass mirroring, il faut référencer les mass mirrors. Donc pour ceux qui veulent le faire en FTP, il faut récupérer voilà, les infos vitales, le login, le mot de passe, l'adresse IP du serveur FTP, l'adresse IP du serveur web, le nom de domaine sous lequel il est joignable, miroir.mondomaine.com. Éventuellement miroir.mondomaine.com /site1/site2/site3. Pour ceux qui fonctionnent en SSH et en AirSync, alors pourquoi je différencie les deux protocoles? Parce que les retours d'expérience ont montré que les deux avaient des effets très différents et des fonctionnements très différents dans la pratique. Ils n'induisent pas du tout les mêmes difficultés, pas du tout au même endroit. En SSH, on a moins d'infos à récupérer pour le coup, parce qu'il y a un login, il y a l'IP du serveur SSH, l'IP du serveur web, le nom de domaine. Il n'y a pas de mot de passe. En fait, c'est le point de départ qui dit ma clé publique SSH, la partie publique de ma clé SSH, c'est ça. Et demande au site de Miroir, autoriser les mises à jour depuis quiconque détient la partie privée de cette clé. Ce qui est de la configuration tout à fait standard dans SSH. Et donc n'importe quelle machine détenant cette clé privée est autorisée à publier sur tous les serveurs qui se sont déclarés Miroir. Donc la quantité d'informations privées, véritablement privées, à sécuriser est ultra faible. C'est une clé, on parle d'un fichier qui fait 2 KO, quoi. Enfin, c'est ridiculement petit. S'il faut garder les 3000 mots de passe FTP des 3000 sites miroirs, c'est plus pénible à sécuriser. La qualification des données est vitale. Ça, j'y reviendrai quand je vous donnerai les chiffres des cas que j'ai eu à connaître. La qualification des données est vitale. C'est-à-dire que, bêtement, ça, c'est des données que vous collectez sur un pauvre formulaire web. Enfin, on ne peut pas faire plus con. Hein. C'est un formulaire HTTP, il y a 5 champs à remplir.
Je propose de faire miroir de tel machin, le login SSH que j'ai mis c'est ça, l'adresse IP de mon serveur où vous pouvez vous connecter en SSH c'est ça, l'adresse IP du serveur web c'est ça, et mon miroir sera disponible sous miroir.fdn.fr. Il faut savoir que 70% des problèmes viennent de la mauvaise qualification des données. Par exemple, un mec qui se trouve gentil, alors que vous avez prévu un champ IP qui est fait pour contenir une adresse IPv4, comme il est très hype, il met, alors dans IP, je vais mettre V4, 2 points, une adresse IP, virgule, V6, 2 points, et un merdier exa avec des 2 points dedans. Et comme vous n'avez pas donné de formalisme à respecter pour la saisie du champ, il y a 90% des sites, vous avez une IPv4, et puis il y en a 5 ou 10%, vous avez de la merde. Vous avez machin ou truc, parce qu'il y en a deux. Oui, ou dans l'adresse IP, c'est pas bon. Il y en a plein. Il y a le nom de domaine, le mec il va dire moi c'est dispo sous miroir.monbidule.com et miroir.monbidule.org. Alors le et au milieu du nom de domaine, ça va pas bien marcher. Donc voilà, vous avez plein comme ça de petits cas assez pénibles. Si vous voulez travailler de manière souple, il faut que vous proposiez que les gens donnent l'URL où ce sera joignable, parce que peut-être ils n'ont pas de nom de domaine. Ben oui, ceux qui ont envie de faire un miroir sur pageperso.orange.fr/tilde mon login. C'est pas leur machine à eux. Donc ils ne peuvent pas fixer l'URL, ils n'ont pas le choix. Donc il faudrait qu'ils puissent donner l'URL sur laquelle se trouvera le miroir. Dans ce cas-là, il faut vérifier que ça correspond bien à une URL, que c'est dans le bon protocole, qu'il n'y a pas de faute au milieu, qu'elle existe. Donc voilà, toute la qualification des données est un des plus gros problèmes là-dedans. Ensuite, il y a quelques outils à avoir sous la main. Il est souhaitable que le serveur central qui émet les données... alors, je parle pas du vrai. Il y a, forcément, sur ce genre de mécano-là, il y a un endroit où les données sont préparées. Celui-là, on s'en fout. Il peut être n'importe où, il peut être dans une cave, c'est pas un problème. Celui dont je parle, moi, c'est celui qui va pousser les miroirs partout. Et qui, lui, se fera attraper très facilement. Enfin, il faut très peu de temps pour savoir où il est. C'est facile, hein, les grands méchants qui veulent savoir où il est, ils proposent un miroir qui sera tenu à jour. Et donc, à chaque fois que le machin changera d'IP, ils verront une nouvelle IP arriver, une note, tiens, les opposants ont déménagé, maintenant ils sont là. C'est super simple. Donc, il faut une bonne connexion. J'entends par bonne connexion, une ligne ADSL, il n'y a pas moyen. C'est-à-dire que si vous voulez, même un site web très léger, le mettre à jour sur plusieurs centaines de sites ou plusieurs milliers de sites, tous les jours, 2 fois, 3 fois par jour, le malheureux petit mégabit d'upload d'une ligne ADSL, c'est pas en rêve. Un accès fibre en 100 mégas symétrique, ça commence à devenir convenable. Parce que ça permet de pousser très vite. Il est souhaitable que le modem routeur soit solide. Il faut des outils de contrôle. C'est-à-dire que quand vous faites tourner un miroir... Wow, calme le micro. Pas l'arsène. Quand vous faites tourner un miroir, en général, il y a l'admin 6 qui est devant, qui regarde ce qui se passe, et quand c'est fini, il va se coucher. Si vous en faites tourner 1000, vous ne pouvez pas rester devant. Parce que vous ne les ferez pas tourner un par un. Ensuite, très vite, il faudra un micro en état de marche. Donc vous ne ferez pas tourner vos miroirs un par un. Balle neuve. Donc vous ne ferez pas tourner vos miroirs un par un. Vous ne ferez pas tourner ça en étant devant en permanence, ou alors vous ne dormez plus. Vous ne serez pas 40 à le faire, parce que sinon toutes les infos confidentielles vont fuiter n'importe où. Donc le seul moyen pour que ça fonctionne bien, c'est qu'il y ait des outils de contrôle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des outils qui permettent d'automatiser énormément de tâches et qui vous permettent de dire la machine est en train de faire ça et ça se passe bien. Il faut que vous puissiez de temps en temps aller jeter un œil et faire ah c'est bon, ça tourne. C'en est là, ça tourne. Et il y a des outils qui restent à inventer. Dans les cas que j'ai vus, il faudrait que je me concerte avec mes camarades de Télécomics pour voir comment fonctionne le Strays and Me. Mais un des vrais problèmes, c'est la voie de retour. C'est-à-dire que quand on veut rester relativement discret, comment on fait pour communiquer avec les sites miroirs? Pour leur dire, tel site
j'ai bien reçu tes infos, mais dans ton adresse IP, il y a un A au milieu. Et un A dans une adresse IPv4, ça ne peut pas être bon. Comment je te dis, tu t'es gouré? Il y a bien une adresse mail de contact qu'il a laissé, mais envoyer un mail, c'est tout sauf discret. Donc voilà, il y a besoin de quelque chose à inventer qui soit super light, pour qu'il ne pose pas de contraintes, et qui permette quand même de dire tel site, il ne fonctionne pas. C'est pas qu'on a refusé ton miroir parce que c'était pas gentil, c'est juste il marche pas, il y a ça qui va pas. Et c'est un morceau qui manque. Ça, je connais pas d'exemple qui fonctionne comme il faut de ça. Et puis il y a le traitement des déchets. C'est-à-dire, tel site fonctionnait puis a arrêté de fonctionner, tel miroir était tenu à jour depuis 15, 20, 30 mises à jour, et à la 31e, il a échoué. Comment on fait pour les prévenir? Parce que le mec qui a dit ah, tiens, je vais m'inscrire sur Streisand Me, il met les infos, il s'inscrit, puis tout marche bien, du coup il s'en occupe plus. 3 semaines après, ça marche plus, quelle que soit la raison. Comment on fait pour le prévenir que son miroir est cassé? Donc ça, c'est les deux problèmes que je connais comme n'étant pas résolus. Il ne faut pas croire à la stabilité. Il ne faut pas croire que parce qu'un miroir fonctionne aujourd'hui, il fonctionnera demain et il fonctionnera après-demain. C'est pas vrai. Ça, je vous affirme, c'est pas vrai. Bien, les outils que j'ai pu récupérer. J'ai eu l'occasion de récupérer les outils. Alors, je tiens à m'excuser. Ça va être le passage le plus technique. Et donc, tous les gens qui n'aiment pas l'informatique compliquée avec des caractères... bon, bah, regardez ailleurs 5 minutes. Bien, donc c'est écrit en Bourne Shell pour des raisons que j'évoquerai. C'est très structuré de manière à être manipulable et éditable assez facilement. Le fait que ce soit écrit en Bourne Shell et sous forme de plein de toutes petites fonctions ayant toutes un rôle très précis, ça fait que ça peut s'utiliser en outil en ligne de commande. C'est-à-dire que le mécano tel qu'il est fait, il y a toute une bibliothèque de fonctions que vous chargez dans votre shell et vous pouvez taper 30 ou 40 commandes qui permettent de faire de l'admin très rapide, qui permettent de dire là il y a un miroir qui est en train de tourner sur tel IP, vous voyez bien vous dans vos logs en tant qu'admin que le machin il est planté, c'est pas la peine. Vous tapez 2 commandes et les automates repèrent ce miroir là il est plus bon, il est flagué comme invalide, le miroir s'arrête et ça passe au suivant. Sans que vous ayez à faire beaucoup de manips compliquées. Et c'est en ligne de commande, donc c'est attrapable en SSH de n'importe où, donc c'est pilotable sans être devant la machine qui fait. Donc ça permet de déplacer la machine qui fait sans déplacer l'équipe qui s'en occupe. Donc voilà, ça c'est l'approche qui a été retenue. Ça permet pour la personne qui administre le site d'émission de faire ça d'une main distraite en étant occupé à autre chose. Alors les exemples très simples que ça peut donner, voilà, lancer une mise à jour du miroir numéro 123 en mode verbose, parce qu'il a visiblement échoué la dernière fois, ça va dégueuler des logs sur pourquoi il a échoué. J'aime beaucoup la deuxième, Get Untested, ça lance tous les miroirs tout neufs qui n'ont pas encore été testés, et on le pipe dans TestZem, qui teste tout ce qui arrive de l'entrée standard. On peut complètement imaginer un Get Untested pipe MirrorZem. Test site qui permet de tester qu'un site est en état de marche. Donc on donne voilà tel miroir flamby42.passageenscène.org. Est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il n'est pas à jour? Et donc c'est des commandes super simples parce qu'elles permettent, d'abord c'est pratique quand on écrit les scripts qui vont traiter par centaines ou par milliers, et surtout ça permet d'en traiter 2 de manière unitaire pour vérifier à la main. Donc voilà, c'est des commandes relativement bateaux. Une construction beaucoup plus complexe peut être celle-là. Alors pour ceux qui ne parlent pas Bourne Shell, je suis désolé, c'est très cryptique. Pour les autres, c'est assez simple. Ça prend tous les sites qui sont testés, qui sont dans l'état new, donc vierge. On lit les infos utiles et on provoque la mise à jour du miroir, soit en FTP, soit en AirSync, selon le mode qui a été retenu. Voilà. La partie la plus intéressante. Sur le cas que j'ai eu à connaître, et vous allez voir que ça explique plusieurs des choses que j'ai dites. 7000 candidats miroirs se sont inscrits.
C'est beaucoup, 7000 personnes qui mettent à disposition un compte ou une machine. 60% de ces comptes étaient en FTP, j'y reviendrai, le plus souvent probablement parce que c'était des pages perso ou des hébergements mutualisés. Au final, sur 7000 inscrits, il n'y a jamais eu plus de 1800 miroirs valides. Donc il y a un taux de déchet qui est absolument colossal. On est à fait quoi, 20%, un peu plus de 20% d'efficacité. C'est très 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 faible. Du coup, il y a des contrôles à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, à quel moment on en perd des 7000 jusqu'aux 1800? Pour le premier morceau où on perd beaucoup, c'est sur le contrôle préalable. La méthode est idiote. On se connecte. Le mec, il a donné un login, un mot de passe, un compte FTP. Ben, on se connecte. Bon, ben, là, on perd 30-35% des candidats. On essaye d'uploader un fichier. Là, on perd 5 à 10%. On essaye de récupérer le fichier, on vérifie que c'est le même. Là, on en perd. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc je vous informe sur les exemples que j'ai pu voir. Il y a des hébergeurs qui modifient les pages qu'on publie. Ils ajoutent de la pub. Et donc le script automatique, il pose une page vide qui dit « je suis une page vide ». Il récupère la page, ça dit « je suis une page vide » et il y a une bouse en JavaScript au milieu. Et donc il fait « non, c'est pas la même, poubelle ». Très drôle. Même chose, je vous informe, il y a des softs sur Unix qui modifient les pages HTML qu'on poste. L'un d'entre eux étant Apache. Quand vous chargez dans Apache le module Google Optimizer, il va rectifier les fautes de HTML qu'il y a dans votre page. Alors pour peu que la page de test soit vraiment super light, il va rajouter tout ce qu'il estime manquer. Et donc, même chose, plouf, celle-là, elle dégage. Donc il arrive à... Moi quand j'ai appris ça, ça m'a scié, quoi. Apache modifie le contenu que vous publiez si vous avez activé une option à la con. Enfin, je trouve ça délirant. Idéalement, on fait un update, c'est-à-dire qu'on pousse une version modifiée du fichier, et puis on vérifie que la modification a été prise en compte. Il y a d'autres tests qu'il faudrait faire pour être très rigoureux. Dans l'idéal, il faut avoir un site de test 1, un site de test 2, et vérifier qu'on arrive à passer de l'un à l'autre. En particulier, dans les cas d'échec, il y a des sites qui ne vous laissent pas effacer un répertoire, il y a des sites qui ne vous laissent pas retirer un fichier. Ça dépend, il y a de tout. Donc il y a des tas de petits cas comme ça sur lesquels il peut y avoir de la perte. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de savoir que sur le contrôle préalable, juste entre ce qui a été soumis sur le formulaire web et ce sur quoi on va tenter la diffusion d'un bout du Flamby, pour les gens qui ont proposé un compte FTP, il y en a 75% qui vont partir à la benne, où on n'essaiera même pas de pousser un jour la première version du miroir. Sur les comptes SSH, c'est à peine 25%. Et sur les comptes SSH, 2 fois sur 3, c'est le fait que le gars, il a bien repéré qu'il fallait SSH, il fallait mettre la clé, il a fait comme c'est dit, et il n'a pas installé AirSync sur la machine. Alors, les plus rigolos se rattrapent, c'est si il n'a pas installé AirSync et que le login qu'il a fourni, c'est root, il faut installer AirSync. C'est un peu pénible à scripter parce que pour le coup, bon, faut mettre des ifs assez imbriqués qui sont relativement compliqués. Puis après, il faut détecter. Alors, si c'est une Debian, il faut faire apt-get install AirSync. Si c'est une saloperie de Gentoo, il faut faire emerge AirSync. Si c'est une Red Hat, c'est encore plus compliqué parce que c'est toujours pas automatisé cette affaire-là. Il faut ramener un RPM. Si, maintenant ils ont des outils. Si on est sur un BSD, ça va être PKGAD. Si on est sur une Sun, je ne sais même plus comment on fait. Et si c'est sur un HPUX, il ne faut pas s'en servir. Mais donc voilà.
C'est important de lancer des trolls, hein. On est troll dit quand même, merde. Et toutes mes excuses aux supporters d'HPUX. Non, non, Gentoo, non. Ça, on peut... Bien, après, il faut également faire assez régulièrement des contrôles a posteriori. C'est-à-dire, une fois que vous avez tous vos miroirs, la méthode est simple. Vous choisissez une page au hasard de toutes celles que vous répliquez. Et puis, sur un échantillon de sites, vous vérifiez que la page est la même. Et alors, vous allez avoir des surprises. Alors, vous allez vous rendre compte que le mec qui a installé son miroir à tel endroit, il a une config bizarre de son Apache, et donc les pages avec de l'UTF-8 bizarres, parce qu'elles sont en arabe, en japonais, en suédois, en turkmène, que sais-je, enfin, en tout cas dans une langue que les humains habituels ne tapent pas au clavier en Europe de l'Ouest, eh ben, passe pas. Vous allez constater que le site qui a pourtant l'air d'être à jour, c'est-à-dire que dans les bases de données, le dernier miroir a eu lieu il y a 48 heures, il s'est bien passé, et ben, il a disparu à l'autre bout. Le mec a résilié son abonnement, enfin, n'importe quoi, il n'a pas renouvelé son nom de domaine. Et donc vous récupérez régulièrement des sites dont vous pensez qu'ils sont à jour, et qu'ils ne le sont pas, et qui donc dégagent. Et il y a une érosion lente. C'est-à-dire que si vous laissez tourner le jeu de manière stable, vous perdez entre... à chaque mise à jour, vous perdez à peu près 3-4% des miroirs. Parce que vous retentez de vous connecter, ça se trouve le compte est plus valide, le mec a résilié, le disque est plein, que sais-je. Vous êtes tombé sur un des bugs que vous n'avez pas testé, enfin voilà. Et puis sur les tests comme ça, par échantillonnage, en général, il y a des pertes autour de 3-4% par semaine. Et donc, le machin s'érode tout doucement. Et on a vraiment un phénomène de perte continue. C'est-à-dire que pour le coup, les 1800 valides dont je parlais, c'est vraiment une crête qui a été obtenue après beaucoup d'efforts. Le standard était autour de 1300 avec des descentes à 850 et puis des remontées à 1400 et puis des redescentes. C'est très très... en fait, c'est assez compliqué à maintenir sans l'outillage. Et donc l'outillage que j'ai pu récupérer, ça se voit dans les sources, il y a des tas de patchs tout bizarres. Le taux de perte devenait très élevé. Visiblement, l'auteur a été fouillé pour tiens, il y a tel cas particulier que je ne savais pas attraper. Ou quand le mec a rentré l'URL, il a utilisé tel caractère qui n'était pas validé dans la regexp et qui a été rajouté ou qui a été enlevé. Enfin, on sent qu'il y a des endroits où il y a du bricolage, quoi. Donc voilà, il y a des... Dans les cas, donc les cas de sites invalides les plus classiques, FTP, pas le bon mot de passe. Ça, c'est habituel. SSH, le gars s'est gouré en mettant la clé, donc visiblement ça marche pas, ou alors il a oublié AirSync. Des erreurs de config, donc ça c'est ce dont je vous parlais, le module Apache qui est réputé pour tripatouiller les données. Ça passe pas les contrôles d'intégrité. Et c'est embêtant que ça passe pas les contrôles d'intégrité parce que ça veut dire que même si vous le prévoyez dans le fichier de test, vous prévoyez bien que bon, bah, vous écrivez un fichier qui est suffisamment conforme pour qu'il ne soit pas retravaillé. Eh oui, mais s'il retravaille les fichiers à la volée, la probabilité est quand même haute que sur le site que vous êtes en train de mirorer, il y ait au moins une ou deux pages qui soient modifiées. Et donc le test par échantillonnage va dire c'est pas bon. Il va pas s'emmerder à aller lire la page pour essayer de comprendre si la modif est grave. C'est conforme, c'est pas conforme, point. Donc il y a les cas de publicité, il y a les cas de serveurs web qui ne gèrent pas ou n'annoncent pas comme il faut les encodages des pages alors qu'il y a les tags qui vont bien dans les pages. Et puis il y a le cas distrayant de le disque est plein. Et comme en général, les gens qui mettent à disposition comme ça une machine pour faire un miroir, ne surveillent pas trop la machine, quand le disque est plein, c'est plein. Puis il n'y a pas moyen de le dire à l'admin, il n'y a rien. Et donc, voilà. Le miroir qui marchait super bien, qui était tout à jour, nickel, depuis le début, paf, il sort des listes parce que plein. Les difficultés principales sont en fait les problèmes de lenteur. Et on va dire que je tape souvent sur le même protocole, mais
c'est comme ça. FTP est extraordinairement gourmand en fait. FTP consomme énormément d'entrées-sorties sur le réseau et donc sollicite énormément la machine qui pousse. En fait, FTP sollicite les deux machines de la même façon et ça se traduit 50 ou 100 process qui font du FTP en parallèle, c'est super gourmand en RAM. Et donc ça se traduit par quelque chose de très dur à gérer et pour peu qu'en plus le site en face soit lent, c'est-à-dire vous avez beau être assis sur 100 mégas ou sur 1 giga, si le site en face il a 1 méga symétrique, c'est lui qui fixe la vitesse à laquelle tout bouge. Et donc tous les échanges sont d'autant plus longs, surtout les échanges interactifs du FTP qui servent à contrôler tous les fichiers un par un. Donc le protocole est spécialement inefficace. La deuxième difficulté, c'est l'outillage, puisque en fait, on détecte des anomalies nouvelles, inattendues, tout au long du processus, même une fois que c'est très établi. Découvrir une variété nouvelle de conneries au 5 millième site, c'est juste pas extraordinaire. Et donc, l'outillage doit être extrêmement souple et doit bouger tout le temps. Et puis, la troisième difficulté, c'est en fait la validation. Idéalement, mais ça c'est très compliqué à faire, il faudrait que la machine sur laquelle est posté le formulaire où les infos sont renseignées puisse faire le test tout de suite et dire miroir non conforme parce que tu t'es chié sur le mot de passe FTP, tu as raté la clé, tu as oublié AirSync, j'arrive pas à supprimer un répertoire, j'arrive pas à créer un fichier, j'ai posé un fichier en arabe, tu me l'as rendu en suédois. Enfin, voilà, jouer tout ça. Sauf que ça veut dire que la machine qui est destinataire du poste, du formulaire, et dont l'URL est connue, dispose des clés, dont on a dit tout à l'heure qu'elles sont plutôt confidentielles et qu'il ne faut pas les laisser traîner n'importe où. Or, cette machine, si son URL est connue, elle est très facilement localisable et donc les infos risquent de se retrouver dans la nature. Et donc, si elle est coupée et qu'elle est récupérée, les clés sont potentiellement compromises. Donc, c'est relativement complexe en termes de sécurité. D'être capable de faire un mécano qui poste sur le web, qui fait ce qu'il faut et puis qui renvoie derrière. Donc voilà, c'est non trivial. Et donc la qualification et la validation des données d'un miroir, c'est vraiment une des questions les plus complexes dans le lot. Voilà le bilan rapide de cette expérience. D'abord, c'est que cette technique-là est extrêmement complexe à mutualiser. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut faire pour mutualiser la réplication de plusieurs sites, puisque chaque site doit correspondre à une URL. Chaque miroir va potentiellement vouloir fournir un nom de domaine ou un répertoire, donc ça me paraît compliqué, sauf à dire, pour le coup, ça c'est, il faudrait que mon camarade me dise comment fonctionne StrayZone là-dessus, mais j'ai pas été regarder, j'ai pas eu le temps. Quand on veut mirorer 10 sites, est-ce que ça correspond à 10 répertoires dans le même site miroir poussé partout, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Mais c'est ça, c'est bêtement ça, d'accord. Sinon, à mutualiser, c'est infernal. Ce qui veut dire que ça impose que toutes les URL dans le site soient bien relatives, parce que sinon, ça va très mal se mettre et elles ne peuvent pas être relatives à la racine du site. Donc, voilà, ça doit créer pas mal d'emmerdements sur la façon de faire le site. Si je croise quelqu'un qui cherche à refaire ça, je lui dirais de ne pas utiliser FTP et de ne travailler que sur du AirSync et du SSH. C'est pas tellement que le protocole est moins bon ou quoi. Alors pour le coup, je vais dire quelque chose qui va vraiment pas être politiquement correct, mais les gens qui ne savent pas suffisamment configurer leur machine pour fournir un SSH et un AirSync, en fait, sont des gens qui n'administrent pas leur machine et qui donc ont très probablement en moyenne une machine plutôt pourrie, plutôt dangereuse et plutôt sur une connexion de merde. Statistiquement, ça donne ça. C'est-à-dire que les 25% de sites proposés en FTP qui fonctionnaient, dans le lot, il y a peut-être 3% qui étaient des vrais serveurs administrés, gérés. Et puis le reste, 20%, c'était des comptes de pages perso, c'était très faible, quoi. C'était intéressant parce que ça fait du chiffre, ça permet d'en mettre 300 de plus, mais
c'est pas tellement utile à la diffusion de l'information. Donc il faut être super strict sur la saisie des infos, et je suis incapable de vous donner le modèle exact de contrôle de cohérence des données qui peut se faire soit lors de la réception du formulaire, soit bêtement en JavaScript avant. Je ne sais pas les écrire tous, il y en a trop. Il faut savoir qu'il y a un phénomène d'érosion continue. Donc que la voie de retour qui permet d'informer les sites miroirs et de leur dire dans quel état ils sont, etc., est super importante. Donc, dans l'idéal, avoir des comptes poubelles pour émettre du mail depuis nulle part, ça peut être pratique. C'est compliqué dans ce cas-là d'émettre, enfin de faire une communication bidirectionnelle. Mais une des pistes, ça peut être d'avoir un répertoire sur chacun des sites dans lesquels sont posées des infos disant le site va bien, le site va pas bien, il y a ça qui est cassé, il y a ça qui est pas cassé, il y a ça qui marche plus, attention c'est en panne. Voilà. Mais donc ça c'est un des points qui sont non traités à l'heure actuelle sur en fait comment gérer la communauté sans créer de point central alors que techniquement il y en a un. Donc là, il y a un vrai effet pas très simple. Voilà, j'ai fait court. Bon, eh ben on va pouvoir passer aux questions. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a un micro à faire circuler dans la salle? Celui-là, tu crois qu'il marche? Bah, Bonsoir. Justement, sur la voie de retour d'information pour informer les gens qui ont fourni un site, est-ce que c'est de l'information qui est aussi sensible que celle qui est émise? Et donc, est-ce qu'il faut aussi éviter d'avoir un point central? Moi, ça me faisait penser à SETI à Home, par exemple, où il y avait un site web où chacun pouvait regarder combien il avait traité de fichiers, etc. Alors, ce sont en général des infos beaucoup moins sensibles, encore que il y a des infos qui peuvent être de l'ordre de fais gaffe, ta version de SSH, c'est quand même celle qui est notoirement trouée. C'est pas sympa à dire en public. Ça peut être gaffe, il y a tel ou tel point qui est mal configuré sur la machine, qui peut être une question de sécurité. Ça peut être, j'en sais rien, enfin, le mot de passe que tu as donné n'est pas bon. Alors ça, si c'est juste cette phrase-là, elle n'est pas grave. Si on veut se mettre à discuter pour comprendre pourquoi il n'est pas bon, et que du coup on se met à taper le mot de passe en clair dans un mail, il ne faut pas trop qu'il circule. Enfin voilà, il y a des bouts comme ça qui sont... Après, ce point-là peut être centralisé dans le sens où c'est probablement pas un point de contact, c'est-à-dire que c'est pas un point qui permette au miroir de contacter le site central. C'est dans l'autre sens un point qui permet au site central de dire au miroir attention, je n'ai pas réussi ma mise à jour. Et ça, c'est plutôt pas grave. C'est pour ça que je pense que le faire avec un compte poubelle. Il est en vie, hein. Il vient de le tuer. On a perdu les battements du cœur du micro. on s'est fait dépayser. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut se traiter avec un compte poubelle. Moi, pour le coup, je ferais ça avec une adresse jetable chez n'importe qui, et en faisant en sorte que dans les mails, il n'y ait pas d'infos vitales. Et plus c'est grand public, mieux c'est. Pour le coup, une page Facebook, ça peut être une bonne idée. Un truc bien grand public, quoi, qui sert à rien. Et où en plus, si la page Facebook est censurée, ça fera encore plus de buzz. Donc ça peut être un truc assez chouette. Ouais. Alors le mec qui va te soumettre un miroir te soumet des données, des identifiants de connexion. À partir de ça, tu peux éventuellement dériver à un identifiant unique, ou à peu près, un hash, sur les données qu'il transmet. Lui, il va pouvoir le déduire des données qu'il t'envoie, pouvoir le déduire des données que tu reçois. Tu peux publier l'état du site associé au hash de telle sorte que les données que tu publies soient à peu près. Et lui, il peut sur sa machine client venir checker régulièrement si son miroir tourne. Il y a pas un début de truc ? Alors, oui, non. Il y a un moyen aussi efficace et techniquement beaucoup moins complexe.
Ah si, si, voilà, avec des clés, des machins, des haches. Pouh. Tu mets un site, tu rajoutes un répertoire info dans ce que tu pousses chez lui et tu lui dis dans la page du formulaire où il soumet, il y aura un répertoire / info avec les mises à jour de l'état de votre miroir. Et voilà. Et ça marche pas si le mot de passe est erroné. C'est-à-dire que ça marche pas si le miroir n'a jamais marché. Mais si le miroir n'a jamais marché, c'est en fait si le mec il a tapé avec des doigts palmés, il y a aussi des chances que son adresse mail soit pas bonne, quoi. Je veux dire, et il vient un moment où effectivement, s'il n'y a aucune info de valide, il n'y a rien qui marche. Bah, il y en a des comme ça, hein. J'ai des miroirs où il y a en guise d'adresse IP, plouf plouf sur le clavier. Bon, voilà, ça c'est juste du bruit, il faut l'enlever. Mais c'est pas. Ah oui, oui, ça se filtre assez bien. C'est-à-dire qu'en fait, ça, en toute logique, ça aurait même dû être filtré côté JavaScript. Le machin qui fait non, ton adresse IP avec un point virgule, un J et un K, c'est pas la peine. Donc voilà, ça peut se traiter bien avant. Mais c'est une des raisons pour lesquelles il y a besoin d'outillage. C'est-à-dire que quelque part, en termes de communication, avoir accepté 7000 invitations à mirrorer et n'avoir pu en honorer que 1800, même si dans le lot, il y en a, mettons, 1000 qui relèvent plutôt du bruit de fond et du détail de l'histoire et du c'est pas grave. C'est-à-dire les saisies vraiment débiles, etc. Il y en a quand même plusieurs milliers qui étaient plutôt des saisies bien et qui n'ont jamais marché. Donc ça, c'est quand même un élément triste dans cette affaire. Il y a des gens qui ont fait un signe, un geste de bonne volonté, qui se sont proposés d'eux et qui n'ont jamais eu de retour disant chez toi ça ne marche pas parce que. Et c'est ultra frustrant, quoi. Et le chez toi ça marche pas parce que peut être lié à plein de trucs. Le nombre de moyens de faire en sorte qu'un Unix marche pas, c'est surprenant. Et je parle pas des tentatives de miroir sur autre chose qu'Unix. La publication en FTP sur un Windows, des fois, c'est curieux, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a déjà un paquet d'outils ou quelque chose qui a été préparé D'accord, ok. Alors, oui, voilà. Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui un package d'outils qui permet de s'approcher de ce genre de choses, qui serait disponible quelque part, copié sur un truc connu? Alors, des outils qui existent, oui, il y en a déjà. C'est-à-dire que AirSync, c'est relativement commun. Par contre, l'outillage vraiment autour, j'ai pu récupérer les sources. Donc je l'ai, là, je les ai récupérés ce matin, à des heures que la morale réprouve, vu que c'était avant le TGV pour Nantes. Donc, voilà. Il y a quelques infos confidentielles dedans, genre des mots de passe de base de données qui traînent, des choses comme ça. Donc ils ne peuvent pas être diffusés tels quels. Mais modulo un tout petit peu de nettoyage, ils seront diffusés. Et c'est pas propre, mais il y a une trame, il y a la trame d'un prototype en Bourne Shell. Je pense que ça vaudrait le coup de recoder de ce que j'ai vu. Il y a des bouts qu'il faut garder en Bourne Shell pour que ce soit manipulable en ligne de commande de manière très efficace. Ça, je pense que c'est une vraie idée utile. Et par contre, recoder le cœur du truc en Python ou en Perl ou en PHP, enfin dans un langage un peu plus construit que du Bourne Shell, ne serait-ce que pour éviter d'ouvrir des milliers de connexions vers la base de données qui stocke les infos. Oui, si tu peux nous le dire, le retour d'expérience est basé sur quelle expérience? Je te le dirai pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a plein auxquelles je peux répondre, hein. Non? Bon, ben on va lever la séance. Il fait vraiment trop chaud ici. Alors, il y a un détail quand même, purement au nom de l'organisation, je me permets.
Quand les organisateurs disent qu'il faut vider la salle pour aérer, en fait, c'est pour aérer les poumons des fumeurs en les mettant dehors. Si vous sortez les non-fumeurs aussi, ça permet que ça sente moins le bouc. Alors je sais, c'est chiant, faut lever les geeks, tout ça, marcher, aller... Mais je vous assure, quand on vient du dehors et qu'on arrive, comme je suis arrivé tout à l'heure à 18h30, j'ai connu des étables mieux parfumées, quoi. Merci Benjamin. Bah déjà, merci à tout le monde. Donc le temps de lever le camp, je pense qu'on va avoir un petit peu de musique encore. Il y a des joujoux qui sont assez rigolos là-bas. Il y a des gens qui font du VJing avec des Arduino, avec plutôt de la Milky Mist. Ensuite, on va sûrement aller se boire une bière, comme je vous disais. On va migrer vers le 10e arrondissement, donc à peu près à la hauteur de l'hôpital Saint-Louis, pas loin du canal Saint-Martin. Donc s'il y en a qui veulent se joindre à nous, bah, vous êtes tous bienvenus. Il y a de la place dans le bar, on peut... Bah oui, on va picoler loin, mais il y a une connexion là-bas. Ouais, oui, je sais.